qu'est-ce que la mécanique quantique a démontré? Lorsque deux particules sont séparées par un quasi-espace, c'est-à-dire un espace délimité. Si vous voulez, par exemple, ici, on est dans un espace borné, comme disent les mathématiciens. Il y a des bornes, vous voyez, comme un terrain qui est borné. Et donc, vous mettez une particule A et une particule B là-bas, eh bien, si les particules sont en cohérence, eh bien, elles vont collaborer ensemble, elles vont bosser ensemble. Mais la mécanique quantique démontre quelque chose de bizarre. C'est que si les deux particules ne sont plus en cohérence, elles ne vont plus collaborer ensemble. Premièrement, ce qui paraît évident, mais deuxièmement, la particule A, non seulement ne voit plus la particule B, alors qu'elle est là, dans la même pièce, par exemple, mais elle ne sait même plus que la particule B existe. Et donc, ça m'a rappelé aussi des gens qui disent « on ne me voit pas » dans la vie. Et donc, on s'est dit, mais est-ce que ce sont des gens qui n'émettraient pas d'activité biophotonique? Bonsoir, ce soir sur Planète Terre, nous recevons Patrick Drouot. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait cette conférence sur on va dire, la thématique d'une autre médecine que celle que l'on connaît habituellement. On peut se soigner autrement. Et ce qui est surprenant, c'est qu'apparemment, tout s'apprend. On peut tous, à un moment donné, avoir une lecture sur la maladie des autres. Ça peut s'apprendre, ça? C'est-à-dire que tout d'abord, la conférence et le portée, je l'ai appelé les chemins de lumière parce que c'était un aspect de ma démarche depuis 35 ans, mais aussi de développer les possibilités d'une thérapie du futur qui prend en compte les aspects subtils de la matière et de l'être humain. Vous savez que depuis pas mal d'années maintenant, on parle d'aura, mais la tradition orientale, non seulement orientale, mais aussi égyptienne et grecque, ainsi que des peuples traditionnels reconnaissent l'existence de corps d'énergie. Donc ces corps d'énergie, on commence seulement à comprendre quelle est leur importance et aussi à quoi ils servent. Alors est-ce qu'ils existent? Oui, bien sûr, ils existent. Des voyants, des personnes dotées de capacités spéciales les connaissent ou les reconnaissent, et l'existence de ces corps et la perception de ces corps d'énergie, eh bien, semble être une possibilité qui existe en chaque être humain. D'une manière plus poétique, je dis que la perception des corps d'énergie fait partie de la dotation spirituelle de l'être humain. Mais comme à l'époque, aller voir un psy, ça faisait pas partie de ma culture, je comprenais pas pourquoi j'étais insatisfait, puisque théoriquement, j'avais toutes les conditions requises pour être heureux. Le salaire, les conditions professionnelles, l'estime de mes patrons en France, voyager de la frontière mexicaine à l'Alaska, et j'avais comme un vide. Et si vous voulez, des années plus tard, je dis bien des années plus tard, je me suis rendu compte que j'avais tout simplement une coupure avec l'en haut. Quelque part, j'étais coupé des forces vives de ce qu'on appelle la nature. J'ai été coupé, je ne sais pas, de l'intelligence, si vous voulez, qui existe sous toutes ses formes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui il y a cette prise de conscience et ce retour aux sources? Bon, si vous voulez, je crois qu'il faut voir ça sur une période beaucoup plus longue. On arrive, vous savez que vers le 5, 6, 7e siècle, on est arrivé à ce qu'on appelle les invasions barbares. Les seuls centres de connaissances qui existaient étaient les monastères, mais les monastères eux-mêmes étaient dévastés. L'ancienne connaissance égyptienne avait disparu, la connaissance grecque avait disparu avec les temples de guérison, les temples du sommeil. La connaissance chinoise n'était pas encore accessible, la tradition védique non plus. Et donc on est entré dans une époque, si vous voulez, qui a duré pratiquement jusqu'au siècle des Lumières, une période d'obscurantisme. C'est-à-dire que la science était un mélange de dogmes de l'Église et puis de la superstition. Donc il a fallu attendre le milieu du XVIe siècle, plus exactement 1543, quand le chanoine polonais Copernic a développé sa théorie sur la Terre ronde et qui n'était plus le centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil.
soleil, etc., etc. Donc, si vous voulez, la science moderne a commencé à partir de cette époque-là, mais c'était une science où le concept d'esprit ou de spiritualité avait disparu. Alors, ça a été une révolution des mœurs, hein, parce que cette science a commencé à expliquer des tas de phénomènes qui faisaient partie de superstitions, mais c'était une science qui n'avait pas d'âme non plus. Et donc, il a vraiment fallu attendre la seconde partie du XXe siècle, hein, c'est-à-dire les années 60-70, pour que peu à peu la notion le terme de spirituel provient du mot latin spiritu, qui veut dire esprit. Hein, l'esprit existe en toute chose. Et donc, il a fallu attendre ces époques-là, hein, qui remontent à une quarantaine d'années, mais aussi l'apport de tous les peuples traditionnels qui ont failli être éradiqués de la planète. Science sans conscience n'est que pure ruine de l'âme. Ruine de l'âme, absolument. Les physiciens sont des gens particuliers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, je disais toujours, si un jour les phénomènes spirituels et paranormaux doivent être expliqués, ce ne seront ni les psychiatres, ni les curés, ni les gourous, ce seront les physiciens, parce que tout ça, ce sont des phénomènes énergétiques, hein. Et l'énergie, ça fait partie du bagage des physiciens. En fait, si vous voulez, j'ai rencontré des théoriciens de la science, mais tous ceux qui avaient une vision avaient dépassé la science. Ils étaient passés à autre chose. Hein, je pense à des gens comme le mathématicien anglais Roger Penrose. Je pense à des gens comme David Bohm, qui a été l'un des grands physiciens de la deuxième partie du XXe siècle, hein, qui est décédé dans les années 80 et qui était l'ami intime du sage indien Krishnamurti. Hein, donc être l'ami de 30 ans de Krishnamurti, sa vision scientifique en a été bouleversée. Oui. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, on passe à autre chose. C'est-à-dire que quand on a intégré l'univers de la science, eh bien, on passe vers des concepts philosophiques et ou spirituels. C'est que pendant plus de 10 ans, c'est-à-dire en gros de 84-85 à 95, je ne voulais plus entendre parler de science. Je ne voulais plus en entendre parler parce que je me suis dit, c'est cette science-là et cette logique scientifique-là qui nous a amenés vers ce que nous vivons aujourd'hui, avec cette espèce de tragédie qui existe entre les êtres humains et la manière dont nous fonctionnons avec le règne animal, avec la Terre en tant qu'intelligence vivante. Et donc en 1900, à la fin de l'année 84-85, eh bien, j'ai pris une année sabbatique, hein, et en fait, je ne suis jamais revenu. Parce que c'est un monde dans lequel je ne croyais plus. Et donc, ça a été, c'était le début de ma deuxième vie, ça a été une autre aventure. Scientifique un jour, scientifique toujours, hein, on le sent là dans votre discours. Et on sent même aussi quelque chose qui paraît évident, mais votre esprit critique et analytique est là, on ne se refait pas, comme on dit. Et vous avez remarqué et fait remarquer qu'on peut avoir un cancer, par exemple, de pas mal de parties du corps, sauf du cœur. Et c'est vrai que ça paraît évident, mais on le découvre dans votre conférence à ce moment-là. C'est une révélation. Comment vous avez fait ce lien par rapport... Vous avez réfléchi un jour à se dire, mais il n'y a pas de cancer du cœur. Comment avez-vous réfléchi à ce concept? Votre cœur, il bat à peu près 80 000 fois dans la journée, et du début jusque vers la fin, il va battre un peu plus de 2 milliards de fois. Et c'est l'organe le plus important parce que vous pouvez fonctionner avec des poumons qui sont réduits, avec un rein en moins, avec malheureusement un bras en moins, un œil en moins, mais vous ne pouvez pas fonctionner sans cœur, premièrement. Et deuxièmement, il y a des cancers de tous les organes, sauf le cœur. Le cancer cardiaque n'existe tout simplement pas.
Voyez, le cœur ne peut pas être atteint par le cancer. En fait, depuis les années 2002-2003, j'ai développé des techniques de cohérence neurocardiovasculaire, puisqu'on sait maintenant que le cœur possède un petit cerveau, qu'il pense, qu'il réfléchit, qu'il mémorise et qu'il prend des décisions qui sont indépendantes du néocortex, c'est-à-dire, on va dire, le siège neuronal normal. Mais si vous voulez, je me suis aussi intéressé à la partie physiologique du cœur. Par exemple, le cœur, finalement, c'est un petit organe. Il pèse à peine 300 grammes par rapport au foie qui fait 1,5 kg. Voyez, c'est pas le poids lourd du corps et pourtant c'est le plus important. C'est le plus important. Le foie, c'est bon, on peut avoir des problèmes hépatiques, mais si le cœur s'arrête, c'est terminé. Mais si vous voulez, le cœur en fait génère une hormone qui s'appelle l'ocytocine et que les Américains ont appelée l'hormone de l'amour. Par exemple, lorsque vous avez le coup de foudre, lorsque vous êtes amoureux, etc., votre cœur génère des tonnes d'ocytocine et donc on voit la vie en rose. Et donc c'est vrai que le cœur est un organe tellement particulier que le cancer cardiaque n'existe tout simplement pas. Alors, vous nous avez fait écouter pendant la conférence un extrait de vos recherches, quelque part, sur justement le rythme cardiaque. Et cette mélodie, vous la nommez, en fait, ce sont des techniques de cardioméditation. Il me semble. Bon, je l'ai appelé au départ cardiosmose, l'osmose cardiaque. C'est-à-dire que, une fois encore, à partir du moment où le cœur possède un petit cerveau, il y a donc ce qu'on appelle une plasticité neurocardiovasculaire. C'est-à-dire que tout simplement, le cœur est en mesure d'apprendre. Donc, en parlant un peu du franglais, on va parler de repatterning neurocardiovasculaire ou en bon gaulois de la restructuration neurocardiovasculaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, lorsque par exemple on est émotionnellement perturbé, ça peut être une nouvelle, une agression verbale, n'importe quoi, si vous voulez, immédiatement il y a des marqueurs corporels ou des horloges biocorporelles qui vont commencer à se désynchroniser. Et le cœur, en fait, va entrer en incohérence neurocardiovasculaire. C'est-à-dire que un signal particulier appelé le taux de variabilité cardiaque, au lieu d'être cohérent, c'est-à-dire que tous les signaux électriques ont la même amplitude, en fait, ils vont avoir des amplitudes complètement différentes. Et la résultante, c'est une onde incohérente. Mais s'il a appris à rester cohérent, au lieu d'entrer, on va parler, si vous voulez, au lieu d'entrer en vrille, il va batailler pour conserver la cohérence, quoi. Et donc, on sait que ça marche quand les gens disent « je n'ai pas réagi comme j'aurais réagi habituellement ». Alors, comment on peut se procurer ces fameux CD de cardiosmose, comme vous le dites, sur votre site internet, je suppose? Oui, ou si vous voulez, il faut envoyer un mail. Si vous voulez, au début, on ne savait pas trop quoi faire avec les sons. Alors bien sûr, les gens disent on peut se les procurer. Et finalement, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on les a mis, entre guillemets, sur le marché. Et on estime qu'actuellement, il y a en gros, peut-être à 10 000 personnes près, entre 90 et 110 000 personnes qui utilisent ces sons. Ce que l'on a constaté dès les années du début, quand les gens travaillaient en cohérence dite cardiaque, il y avait des réductions de maux de tête, des réductions de prise de médicaments, des réductions ou des disparitions de douleurs physiques, si vous voulez, une accélération de la vitesse de cicatrisation, etc., etc. Il y a 2 ans, on a été invités, Liliane et moi, par l'un des chirurgiens cardiaques les plus réputés du Brésil, qui s'appelle Carlos. Et Carlos, il a 7000 opérations cardiaques à son actif et une 50aine de transplantations. Et donc, à travers sa fille qui est psychologue et qui connaissait mes livres, j'avais fait une présentation de mes travaux sur la cohérence cardiaque à l'hôpital américain de Rio.
l'hôpital Saint-Vincent. Et donc, ce Carlos nous invite à une opération cardiaque. Et donc, j'ai un film, si vous voulez, j'ai des morceaux parce que j'ai filmé avec le iPad. Et donc, on a assisté à toute l'opération pendant 4h30. Et donc, avec le son, eh bien, le patient est sorti au bout de 5 jours de l'hôpital. Quadruple pontage cardiaque, 5 jours, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Voyez, j'ai été surpris. Hein. Ils sont utilisés en milieu thérapeutique, en milieu éducatif, en milieu scolaire. Hein, par exemple, il y a une prof de lettres qui enseigne dans un lycée pour ados difficiles. Alors déjà, les ados, c'est, paraît-il, difficile. Alors, un lycée pour ados difficiles, et donc, elle a fait tout un rapport, si vous voulez, sur la manière dont les ados ont réagi à la suite de l'écoute de la cohérence cardiaque. Hein, j'ai parlé des dauphins aussi, qui on avait fait écouter les sons. Moi j'ai un dada, j'ai créé un jardin botanique il y a une dizaine d'années maintenant. Donc j'ai à peu près 260 plantes différentes, y compris une soixantaine de rosiers et une quinzaine de pivoines anciennes. Et en fait, je les fais fleurir avec le son de cohérence, quoi. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Patrick Drouot, de cette entrevue. Et je vous donne rendez-vous sur planétaire.fr pour en savoir plus et avoir d'autres informations et nous suivre pour les futures conférences. N'oubliez pas le Facebook de Planétaire, de mettre un j'aime, mettez un pouce comme ça sur la vidéo ou comme ça. Et puis, dans les commentaires, eh bien, vous pouvez donner vos suggestions sur ce que vous voudriez avoir comme programme. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.